Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Avec l'actuel président tunisien Kais Saïd, l'Algérie assure une descente aux enfers à la Tunisie. Quand et comment les Tunisiens vont pouvoir s'en sortir? C'est ce dont on va parler, mais pas avant de vous rappeler de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, de recevoir un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations sur votre chaîne préférée. Bonjour. Depuis l'élection de Kais Saïd en octobre 2019, on a bien observé comment régresser la respectabilité de la Tunisie, mais on regardait ailleurs parce qu'on espérait un sursaut qui remette les pendules à l'heure. La Tunisie n'en a pas encore fini avec les pièges de l'histoire que lui font subir les généraux algériens, et les étapes programmées s'accélèrent avec le parachutage de Kais Saïd qui intrigue par son inertie. La Tunisie est considérée comme le pays africain le plus exposé à faire défaut sur sa dette, mais tout miser sur le soutien financier relatif de la junte algérienne est une solution de courte durée de vie, avec de graves conséquences sur les choix souverains de la Tunisie et de son image. Les prêts octroyés par la junte ne ciblent pas des projets de développement ou de co-développement. La junte se fiche de la prospérité pérenne de la Tunisie. Ce sont des prêts diaboliques qui ont pour but de servir d'appât à des futurs chantages. La contrepartie est que la Tunisie doit adhérer au projet séparatiste anti-marocain qui hante la junte depuis 1975 et pour lequel le pouvoir dictateur en Algérie n'a obtenu qu'un résultat nul. La Tunisie s'est donc convertie à un État mercenaire disponible pour servir l'hostilité contre le Maroc sans aucun motif qui la concernerait en propre, juste sous la pression d'un tierce. Elle fait de la sous-traitance pour les lobbies géostratégiques d'un voisin déboussolé qui est en faillite non seulement économique ou diplomatique, mais également sur le plan moral et sociétal. La junte algérienne de généraux dictateurs comprend de plus en plus à sa grande douleur que le Maroc ne peut être tunisifié et qu'il relève définitivement du non-gérable absolu et dont les composantes sont non influençables pour les gros soulards de généraux qui mènent l'Algérie vers la ruine. Depuis l'élection de Kais Saïd en octobre 2019, le monde entier a bien observé comment s'opérait l'anéantissement de la respectabilité de la Tunisie, mais on regardait ailleurs parce qu'on espérait un sursaut par-ci ou par-là. Le Maroc comprit vite que Kais Saïd se dirigeait vers des chemins aventureux, Meshiab Larja, comme dit le proverbe marocain, lorsque la Tunisie a décidé de s'abstenir en octobre 2021 lors du vote de la résolution 2602 du Conseil de sécurité sur le conflit artificiel autour du Sahara marocain. Une grave décision qui insultait les formidables liens humains tissés entre les deux peuples marocains et tunisiens à travers plusieurs siècles. Or, 10 mois après cette cartouche tirée à blanc et à l'occasion du forum économique entre le Japon et des pays africains tenu à Tunis, Kais Saïd décida contre la volonté du co-organisateur japonais de faire participer par effraction une entité fantoche. Il a aussi décidé de réserver à son prétendu président un accueil digne d'un chef d'État en lui déroulant le tapis rouge
Pourtant, l'ivrogne de Ben Bettouche est connu pour se faire traîner partout comme un clandestin dans les bagages des émissaires de la junte militaire algérienne. Le masque est alors finalement tombé et le Maroc décida de défendre fermement son intégrité territoriale. Comment la Tunisie en est-elle arrivée là ? Comment s'est-elle départie de sa neutralité pour adhérer à une escroquerie, un projet minable qui n'a jamais été le sien ? Comment en est-elle arrivée à ne pas pouvoir bouger le petit doigt sans l'aval d'une junte autoproclamée tutrice ? Comment est-elle restée passive face à ceux qui ont sapé sa souveraineté, une junte frappée à la fois de mégalomanie et de paranoïa et plongée dans des analyses complètement fausses des relations internationales? Comment les forces vives en Tunisie peuvent-elles accepter qu'un pays millénaire, qui est le leur, soit kidnappé en hold-up par un État créé et baptisé par la France il y a juste moins d'un siècle? Tellement d'exemples qui illustrent ce travail de sape, à n'évoquer que 3 cas marquants. Le premier en 1980, sous le mandat de Habib Bourguiba. Le deuxième en 2012, après l'élection du président Monsef Marzouki. Et enfin un troisième, un autre en relation avec les coups portés par la junte à l'ex-général tunisien Mohamed Salah Hamdi. En 1980, la ville de Gafsa fut attaquée par un commando de 300 assaillants, une attaque criminelle conçue par Kadhafi pour déstabiliser Bourguiba, en complicité avec un clan de généraux algériens qui agissaient dans le dos du président Chadli Benjedid. Le fondateur Habib Bourguiba, fervent patriote et qui n'avait pas une idée dégradée de son pays, réagit vivement et contre l'agression. Il reçut la solidarité pleine et entière du Maroc, ainsi que le soutien des États-Unis et de la France. Le coup de Gafsa a montré les méthodes de ceux qui allaient devenir par la suite les éradicateurs de leur propre peuple et une source permanente de désordre au Maghreb et en Afrique. D'autres tentatives d'atteinte à la souveraineté tunisienne eurent lieu, mais toujours avortées par Bourguiba et par la suite par Ben Ali. L'histoire retiendra que ces deux présidents n'ont jamais plié devant la junte algérienne, ni accepté qu'elle oriente leur politique étrangère. Le deuxième cas est lié à l'avènement du printemps tunisien et il fut très mal accueilli par la dictature algérienne. Cette dernière décida de tout mettre en œuvre pour mettre la Tunisie sous son contrôle. Quand Monsef Marzouki fut élu président en 2011, la junte algérienne brûla de rage. Il avait aux yeux des généraux 3 défauts majeurs. Il était politiquement légitime, chose qu'ils n'ont pas. Il était militant des droits de l'homme, chose qu'ils craignaient. Et il avait dénoncé les atrocités de la décennie noire et surtout horreur pour cette junte de dictateurs. Il était marocophile en raison de ses attaches familiales avec le Maroc. La visite officielle du président Marzouki au Maroc en 2012 et sa visite à Marrakech où il s'est recueilli sur la tombe de son père fut un choc pour le pouvoir algérien. Lors de cette visite, il n'a fait qu'exprimer des convictions sincères pour l'apaisement et la réconciliation en prônant l'idée d'un espace maghrébin commun entre les 5 pays du Maghreb, un espace, dit-il, où les citoyens pourraient circuler, travailler, investir ou voter librement. C'en était trop pour les généraux. Il fut déclaré ennemi numéro 1. Il faussait tous leurs plans. Ils jugèrent que plus jamais il n'y aura de président tunisien proche du Maroc, ni même un président neutre. Le compte à rebours commença pour El Marzouki.
Lors de la campagne électorale pour les présidentielles de 2014, la junte actionna ses relais visibles et invisibles pour déclencher un bashing inouï, quasiment un lynchage contre le Marzouki, accusé de tout. Elle s'est même rapprochée de Rachid Ghannouchi et des islamistes extrémistes pour fomenter une cabale anti-Marzouki. Il perdit l'élection en faveur de Beji Qaïd Essebsi, qui fut élu président à l'âge de 88 ans, homme d'État tunisien majeur et compagnon de route de Bourguiba. Beji Qaïd Essebsi résista avec courage et parfois difficulté à l'ingérence du voisin insensé. Il n'est jamais allé vers la confrontation frontale comme l'incertain et le fou Qaïs Saïd. Le troisième cas d'histoire porte sur le parcours du général tunisien Mohamed Salah Hamdi, lui aussi considéré comme un ennemi par les généraux algériens, formé en Tunisie, en France et aux États-Unis. Il fut aussi attaché militaire à l'ambassade de Tunis à Tripoli en 2011. Il est certain qu'il ne portait pas la junte algérienne dans son cœur. Il connaissait ses agissements des généraux, notamment au niveau de la zone frontalière montagneuse, zone opaque entre l'Algérie et la Tunisie, et leur accointance avec les bandes criminelles déstabilisatrices. Il fut nommé chef d'état-major de l'armée de terre tunisienne en 2013, sous le mandat de Monsef Marzouki, mais on annonça qu'il démissionna. Mais en réalité, il fut évincé en juillet 2014 de l'armée de terre à la demande d'Alger, selon le média Jeune Afrique. Les mésaventures du Mohamed Salah Hamdi avec Alger n'étaient pas encore terminées dès la prise de fonction de Qaïs Saïd lors d'une très courte période de lucidité. Ce dernier le rappela et le nomma en octobre 2019 premier conseiller à la sécurité nationale. Mais Qaïs Saïd eut la mauvaise idée de l'envoyer le représenter aux funérailles du général Gaïd Salah à Alger en décembre 2019, et Alger n'a pas du tout apprécié sa présence. Il fut mis à l'écart dans l'entourage du président et poussé à la démission en avril 2020. L'armée tunisienne, qui devait être le bouclier du pays, fut elle aussi déstabilisée par le maladroit, foutu Qaïs Saïd. L'histoire de la Tunisie et les générations futures de Tunisiens ne lui pardonneront jamais. Ces trois témoignages de l'histoire montrent comment la Tunisie a perdu la maîtrise de la gestion de ses propres affaires. Les cas d'ingérence au grand jour se sont multipliés sans aucune retenue depuis le coup de force du 25 juillet 2021 de Qaïs Saïd, qui certainement lui a été inspiré d'en haut, un peu vers l'ouest. L'enlèvement par les services algériens à Tunis de Slimane Bouhafs, militant algérien des droits de l'homme, réfugié et bénéficiant de la protection internationale, Qaïs Saïd est resté muet à ce jour sur cette affaire. Le cas de Hetman Jrandi, ministre des Affaires étrangères, considéré par tous les observateurs comme un loyal obligé du diable Ramtan al-Amamra, devenu son maître à penser, au point que les communiqués du ministère des Affaires étrangères tunisien charrient les éléments de langage archi-usés et poussiéreux de l'Amamra, triste référence pour une Tunisie qui était dans le passé une école en diplomatie. La déclaration de Tebboune en mai 2022 à Rome, affirmant « Nous sommes prêts à aider la Tunisie à sortir de l'impasse et ce jusqu'à ce qu'elle retrouve la voie démocratique, malgré l'indignation des forces vives tunisiennes », Qaïs Saïd garda le silence. La déclaration d'El Houari Tirarsi, économiste et député algérien membre de la commission des finances, qui a affirmé sans honte
Disons-le en toute franchise, la Tunisie est considérée comme l'une des plus importantes wilayas algériennes en affront son nom. La Tunisie, très mal gouvernée, s'est retrouvée télécommandée par un régime voisin incompétent qui opprime son peuple, une descente aux enfers que la Tunisie ne mérite pas, car il a souvent montré la voie pour de nombreuses évolutions sociétales et des acteurs tunisiens agissant en faveur du dialogue national ont même reçu le prix Nobel de la paix en 2015. Cette Tunisie que le monde arabe associait à un jardin paradisiaque en l'appelant jadis par affection Tunisie la verte, n'est plus hélas que l'ombre d'elle-même, car avec l'actuel président Kais Saïd, l'Algérie assure une descente aux enfers à la Tunisie. C'est pour quand et comment les Tunisiens vont pouvoir en sortir. On en parlera certainement dès que la conscience des Tunisiens se réveillera pour chasser la malédiction et la poisse que leur ramène le fiston des diables d'Alger, Kais Saïd. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Nous y reviendrons très prochainement. Merci pour votre attention.